Bonsoir Franck. Bonsoir Tom. Alors Franck, merci de nous accueillir chez toi pour ce 10e CITREP. Nous sommes le 27 décembre 2018 et nous allons entamer directement le contenu du CITREP sur un sujet qui est proche dans le temps, puisque normalement le 10 décembre dernier on aurait dû voir l'organisation des élections en Libye selon comme elle a été conçue à partir de la réunion du mois de mai à l'Élysée, puisque Emmanuel Macron a rassemblé presque tous les acteurs, entre guillemets, de la scène libyenne pour essayer d'organiser ces élections qui se sont finalement orientées vers un fiasco diplomatique. Alors, que peux-tu nous en dire? Alors effectivement, dès mai, je pense que c'était au CITREP de juin, je t'avais annoncé qu'il n'y aurait pas d'élection. Élection, il n'y a pas eu. Absolument. Puisque aujourd'hui, ces pseudo-acteurs libyens, au travers de Sarraj, qui représente le GNA, le général Khalifa Haftar, qui représente le gouvernement de Tobrouk, ces deux entités politiques, en 2014, ont été en conflit suite aux élections. Mais je tiens quand même à rappeler que seulement 3% de Libyens s'étaient rendus aux urnes, à peu près entre 60 et 80 000 Libyens. Donc de fait, ce gouvernement n'a aucune légitimité populaire en Libye, et qu'ils ne sont simplement que des préfets, des gouverneurs des différents États qui colonisent depuis 2011 la Jamaïque arabe libyenne. Donc, un constat, le 10 décembre, aucun média français, mais aussi internationaux, n'ont évoqué cet échec cuisant de la diplomatie française, une de plus, sur le théâtre libyen. On voit qu'il y a, je pense, une solidarité, puisque la France fait partie de l'OTAN, puisque ni la presse italienne, ni la presse anglaise et encore américaine n'a évoqué aucune ligne sur cet échec, ce cataclysme pour la diplomatie française et pour le président Macron sur le dossier libyen. Mais nous sommes là, nous, pour le rappeler et rappeler l'échec que Macron subit actuellement en Libye. Alors, je tiens quand même à rappeler que le président Emmanuel Macron avait, début d'année 2018, évoqué l'erreur de la France et qu'il voulait œuvrer à la réconciliation et à la pacification de la Libye. Il y a trois choses que M. Macron peut effectivement faire pour faire en sorte que cette Libye soit réconciliée. La première, c'est que la France cesse ses ingérences dans le sud libyen, puisque depuis 3 ans maintenant, les services de renseignement spécialisés dans le domaine essaient de créer des tensions entre les Toubous, les Touaregs et les tribus arabes. La dernière en date, au mois d'août dernier, l'association Première Urgence est partie dans le sud libyen, dans la région tenue par les tribus Toubous, pour officiellement consulter, faire un recensement des besoins médicaux dans cette zone. Sauf que ces derniers étaient accompagnés par des agents du renseignement français et négociaient l'hypothèse de déploiement officiel d'un contingent français pour consolider les intérêts d'Areva, puisque, comme je te l'avais indiqué, Areva aujourd'hui pille l'uranium libyen de manière illégale à la frontière avec le Tchad, dans la région de Tibesti. Fort heureusement, les Toubous ont refusé cette option de consolider l'occupation de la Jamaïque arabe libyenne au travers d'un déploiement de forces françaises dans leur zone. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le président Macron demande au président de l'Assemblée nationale de diligenter une enquête parlementaire, puisque nous savons maintenant que cette résolution 1973 a été violée par le président de la République, Nicolas Sarkozy.
donc le meilleur moyen pour que la France ressorte grandie dans l'histoire du peuple libyen, c'est de diligenter une enquête pour mettre en lumière comment la France en est arrivée à tuer un chef d'État légitime, détruire une structure étatique, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus d'État en Libye, avec les conséquences que l'on connaît, hein, c'est-à-dire la déstabilisation en région subsaharienne, la conséquence migratoire sur l'Europe, les premières victimes étant les Noirs africains qui sont actuellement détenus dans des pseudo-camps de concentration, dans ce qu'ils appellent des centres de rétention dans la région de Tripoli et Sébrata pour l'essentiel. La conséquence des attentes en Europe, puisque nous savons que les milices de M. Abdel Hakim Belhadj, leur campement, notamment les aéroports de militaires, ont servi à des auteurs d'attentats en Angleterre, puisqu'il s'agit de l'attentat de Manchester, un des jeunes qui a commis, je crois, un attentat où il y a à peu près une douzaine de morts, avait subi une formation à l'aéroport de Mitika sous contrôle de M. Abdel Hakim Belhadj, chose que nous avons toujours dénoncée et que j'avais dénoncée dès 2014 lors de la venue de M. Abdel Hakim Belhadj au Quai d'Orsay à l'invitation de Laurent Fabius. Il avait été reçu au Santiremo et nous avions, avec les membres du CRI, condamné fermement la présence de ce terroriste criminel de guerre sur le sol français. Et le troisième point, c'est que la France se retire tout bonnement et tout simplement du dossier libyen et laisse le peuple libyen, les tribus libyennes, puisqu'aujourd'hui la seule représentation légitime de l'expression du peuple libyen se manifeste au travers des chefs des tribus, du Conseil suprême des tribus libyennes, qui se sont exprimés en septembre dernier pour demander tout simplement que cesse toute ingérence étrangère et qu'on laisse le peuple libyen se réconcilier et réhabiliter la Jamaria et qu'il puisse vivre dans les conditions normales, de manière indépendante, comme c'était le cas avant la mort de Muammar Kadhafi. D'accord. Alors, apparemment, hélas, Emmanuel Macron ne semble pas décidé à concrétiser, je dirais, les propos qu'il avait tenus sur les erreurs commises par la France à l'époque de Sarkozy, puisque dans un premier temps, il y a un G5 Sahel qui doit être organisé. Il semblerait qu'il ait mis son veto à la présence du général Haftar. Voilà, alors on peut expliquer ce revirement de positionnement du président Macron à l'égard du général Khalifa Haftar, qui est le moins pire, dirons-nous, hein, puisque Khalifa Haftar a quand même rallié les anciens militaires de la Jamaria arabe libyenne, essaye tant bien que mal d'évacuer ces milices takfiristes qui occupent Benghazi. Il y a eu des combats quand même assez violents et une purge qui a été effectuée quand même ces 2 dernières années. Donc c'est un moindre mal, dirons-nous. Voilà, donc on peut se poser la question, à savoir que si cette décision émane des consultations que Macron a eues avec l'ancien président responsable du chaos en Libye, Nicolas Sarkozy, mais aussi Bernard-Henri Lévy, qu'il a rencontré ces derniers mois, notamment après l'échec de la du 10 décembre, hein, puisque ces élections ont été rejetées par l'ONU, puisque ces derniers considéraient que la situation sécuritaire, comme j'ai pu l'indiquer, ne s'y prêtait pas. Donc on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que Macron doit aller demander conseil à ceux qui sont responsables du chaos? Alors moi, l'image que j'ai envie de donner, c'est que même Macron sur le dossier libyen est dans un trou. Nous lui tendons une échelle pour sortir de ce trou, mais M. Macron préfère prendre l'appel que M. Bernard-Henri lui donne, en continuant à creuser dans ce trou, en espérant peut-être y trouver du pétrole. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il y arrivera. Voilà, je pense que Macron là a encore un problème de conseil, de discernement sur le dossier libyen, et n'a pas pris conscience aujourd'hui que de suivre ceux-là même qui sont responsables du chaos. En Libye ne sortira pas la France grandie sur le dossier libyen. Alors justement, il est question pour Macron d'essayer
de promouvoir autant que possible ces élections, sans vraiment se préoccuper de la situation humanitaire dans le pays, pas beaucoup plus que le GNA, puisque apparemment de grands puits de pétrole dans le sud ont été bloqués, précisément en réponse à, je dirais, la cécité du GNA vis-à-vis de la situation très difficile des populations, en particulier du sud libyen. Complètement, des tribus en bloc depuis une dizaine de jours maintenant les puits de pétrole importants, et réclament que l'argent du pétrole soit réattribué, et leur soit réattribué comme il en était le cas sous la Jamaïque arabienne, puisque les conditions sanitaires et sociales sont catastrophiques à la direction de ces populations. Alors la réponse d'une ONG UNICEF 2 jours après le blocage a été d'envoyer 2 containers de stylos, de gomme et de cahiers pour les enfants. Alors ça a bien évidemment mis en colère, et ça montre bien quelque part l'impuissance aujourd'hui d'appréhender de cette communauté internationale, puisque tu le sais, nous l'avons dit, nous avons contacté différentes ONG qui œuvrent en direction de populations défavorisées, tant la Croix-Rouge internationale, mais aussi Médecins du Monde. Ces derniers n'arrivent pas à soulever des fonds auprès de ces populations. Alors est-ce que c'est parce que ces derniers sont restés fidèles à Muammar Kadhafi, sont restés fidèles à la Jamaïque arabienne? Quoi qu'il en soit, ces populations ont décidé de bloquer pacifiquement ces puits de pétrole pour lancer un cri d'alerte. Non pas au GNA qui, de toute façon, est un pouvoir non légitime qui s'appuie sur des milices takfiristes mafieuses qui, eux, pillent l'argent du pétrole, mais pour interpeller la communauté internationale, tirer une sonnette d'alarme, puisque leur condition de vie est bien plus catastrophique qu'on peut l'imaginer. Alors dans le précédent CITREP, tu avais insisté sur le fait que le GNA ne contrôlait que quelques bâtiments à Tripoli. Alors il semblerait qu'un des bâtiments ait quelque part disparu de la liste des 3 en question, puisqu'il faut signaler une attaque, puis un incendie du ministère des Affaires étrangères à Tripoli, après donc cette attaque. Voilà, alors il y a eu effectivement encore malheureusement 3 morts, plusieurs dizaines de blessés, alors revendiqués par l'État islamique. On sait que l'État islamique était peu présent en Libye, si ce n'est que certaines milices takfiristes avaient fait allégeance à l'État islamique. Donc là on peut imaginer qu'il s'agisse de milices qui ont été financées par Bernard-Henri Lévy et par Nicolas Sarkozy en 2011, qui ne trouvant pas place dans la redéfinition des pouvoirs qui sont en train de se mettre en place au travers du GNA, ont commis cet attentat pour réclamer une légitimité dans la structure pseudo-étatique voulue par l'ONU. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'ailleurs d'autres événements de ce type dans les mois à venir. Salamé, Gassam Salamé, l'envoyé spécial de l'ONU, appelle à des élections au mois de mai, appelle à une conférence interlibyenne sur le mois de janvier, puisque Salamé a compris quelque part que la situation en Libye, la solution ne passera pas ni par le GNA ni par Khalifa Haftar, et qu'il faut impérativement intégrer dans le processus de reconstruction en Libye les tribus libyennes. Or, les tribus libyennes ne participeront pas à ces élections, puisqu'il n'est pas question pour eux de se mettre à la table avec des collaborateurs, avec des membres de milices qui sont responsables de la destruction du pays, du pillage du pays, puisque, je te l'ai dit, la Libye était... c'est le cas du siècle. Hein. On a anéanti un État, tous les avoirs libyens sont toujours bloqués à ce jour. Alors maintenant, l'objet de savoir pourquoi, d'ailleurs, l'ONU tend vraiment et pousse à des élections, parce que quand bien même il y aurait des élections, elles ne seraient pas la représentation du peuple libyen, puisque nous avons toujours ces 3 millions de Libyens exilés depuis 2011, notamment en Libye, qui ne sont pas recensés. Alors on nous annonce un chiffre de 2 millions de Libyens inscrits, qui est bien évidemment faux, puisqu'aujourd'hui la préoccupation des Libyens n'est pas d'aller s'inscrire sur une liste électorale, mais c'est de savoir comment ils vont pouvoir nourrir leur famille au jour le jour. Ça, c'est la réalité quotidienne du Libyen. Alors, quel est l'objectif aujourd'hui de l'ONU? De vouloir
asseoir un gouvernement d'unité soi-disant nationale, est-ce que c'est une manière peut-être de débloquer les avoirs préservés par certains pays par rapport à cette instabilité politique pour continuer le pillage? J'essaie de comprendre quel est l'objectif aujourd'hui de pousser à des élections qui de toute façon, quand même auraient lieu, ne régleraient en rien la situation sécuritaire, la situation sociale en Libye. Voilà. Donc c'est un gros point d'interrogation, cette obstination à vouloir faire des élections. Peut-être lever l'embargo sur les armes pour pouvoir faire travailler de nouveau, en échange de pétrole de manière légale, les multinationales occidentales. Voilà, je pose des questions. Je ne comprends pas cet entêtement aujourd'hui de cette communauté internationale à vouloir des élections démocratiques qui, de toute façon, n'auront aucune légitimité, puisque depuis 2011, le peuple libyen a complètement été exclu. Et je tiens à rappeler que le Conseil des tribus libyennes demande que cesse toute ingérence étrangère et ne reconnaît pas, au travers de l'ONU, une solution, mais considère que l'ONU est un problème, puisque c'est l'ONU, de fait, de facto, qui est responsable de la situation catastrophique dont est victime le peuple libyen, qui était le pays le plus riche d'Afrique, qui avait le meilleur PIB par habitant. Cet argent du pétrole était réattribué, comme tu le sais, par le pouvoir en place auprès des Libyens, ce qui n'est malheureusement plus le cas. Voilà, donc j'essaie de comprendre cet entêtement aujourd'hui de cette communauté internationale à vouloir impérativement faire des élections, qui, à mon sens, de toute façon, si quand bien même avait lieu, serait une mascarade, comme elle l'a été lors des dernières élections de 2014. Alors justement, je dirais que ces fameuses élections réapparaissent ça et là au tournant de personnes qui se réclament de quelques personnes importantes en Libye, et très importantes même, comme Saïf al-Islam Kadhafi, qui réapparaît apparemment par procuration dans une soi-disant lettre remise par deux porte-paroles. Alors, c'est à toi de nous dire de quoi il s'agit. Dans cette lettre, Saïf al-Islam, communiquerait sa vision de la sortie de crise de la Libye à la diplomatie russe, et en particulier en la personne du haut diplomate Mikhail Bogdanov. Alors, représentant ou pas représentant de Saïf al-Islam? Non, mais comme j'ai pu te le dire par le passé, Saïf al-Islam, jusqu'à ce jour, n'a nommé aucun représentant pour parler en son nom, n'a mandaté personne. Et nous avons affaire à deux personnes qui étaient issues du premier cercle de Saïf al-Islam avant la création de la Jamaïa en 2011, et qui, pour des raisons qui leur sont propres et personnelles, jouent du nom de Saïf al-Islam. Il s'agit simplement d'opportunistes alors, l'objet étant de peut-être essayer de pousser Saïf al-Islam à accepter des élections, chose qui est en tant que telle inconcevable, puisque Saïf al-Islam ne peut pas aujourd'hui rentrer dans un processus électoral dirigé et fomenté par ceux-là même qui sont responsables de la mort de son père, de la mort de ses frères, de la mort de dizaines de milliers de Libyens. C'est quelque chose qui en tant que tel est inconcevable. Voilà, nous avons encore, et ce n'est pas la première fois, puisqu'au mois de mars dernier, nous avions eu le soi-disant avocat libyen de Saïf, ainsi que Khaled Le Goual, qui a annoncé sa candidature depuis Tunis, à travers des médias, de Saïf al-Islam aux élections à venir, chose qui avait été démentie 2 jours après. Et là, on a à peu près la même chose, puisque l'annonce avait été faite dans cette lettre, que personne n'a vue d'ailleurs. C'est intéressant, c'est que cette lettre n'a pas été rendue publique. On nous indique que Saïf demande à Moscou de suivre la feuille de route de l'ONU, que ce dernier souhaiterait participer aux élections. Or, il n'en est rien, puisque 2 jours après, ces derniers sont revenus en arrière en expliquant non, voilà, que ça ne parle pas d'élections. Voilà, donc on a affaire à des opportunistes qui ont en projet de créer un parti politique
et de se servir honteusement et de manière complètement scandaleuse et illégitime le nom de Muammar Kadhafi, le nom de Saif al-Islam, et de jouer de la popularité qui est très forte en Libye, puisqu'il y a eu un sondage dernièrement qui a été porté auprès des Libyens, où on arrive à plus de 92% qui réclament Saif al-Islam comme représentant légitime du peuple, puisqu'il est effectivement le seul à pouvoir unifier cette Libye. Donc voilà, non, il ne faut pas prendre compte de cela, mais je pense qu'il y aura encore d'autres opportunistes qui prochainement referont des annonces de la sorte. Voilà, donc on réacte les choses, on réaffirme que non, Saif al-Islam n'a mandaté personne, et dans le cas où Saif al-Islam souhaiterait, chose qui est peu probable, se présenter à des élections qui, encore faut-il qu'elles aient lieu, ne passerait pas par des porte-paroles, mais s'exprimerait directement auprès du peuple libyen, puisque c'est le peuple libyen en premier lieu qui est concerné. Donc non, c'est encore une fake news, et une de plus concernant la candidature de Saïd pour 2019. Voilà. D'accord. Donc clairement, toute personne se réclamant de Saif al-Islam pour promouvoir une quelconque élection se discrédite automatiquement, puisque, il faut le rappeler, puisque le véritable cœur du pouvoir aujourd'hui en Libye, ce sont les tribus libyennes qui ont choisi Saif al-Islam comme nouveau guide de la Jamaria arabe libyenne, en conséquence de quoi toute évocation d'élection, par définition, discrédite celui qui prétend être porte-parole de Saïf, ou même des tribus libyennes pour... Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que ces pseudo-représentants sont en Asie politique depuis 2011 et ne sont pas rentrés en Libye depuis 2011. C'est un signe, effectivement. Voilà. Mais donc Saif al-Islam actuellement est toujours en Libye, protégé. Et effectivement, les tribus libyennes, qui est la représentation légitime du peuple libyen, ont effectivement nommé Saif al-Islam comme représentant légal de la Jamaria arabe libyenne. Voilà. Et je réitère le fait qu'aujourd'hui, les tribus libyennes veulent que cesse toute ingérence étrangère, va prochainement mettre en place un gouvernement provisoire, mais ce sera l'occasion d'en reparler dans les différents CITREP, c'est en cours, comme j'ai pu l'indiquer la dernière fois, et on peut s'attendre à de très très belles surprises pour cette nouvelle année 2009, envers et à la direction du peuple libyen qui est opprimé, comme tu le sais, depuis 8 ans, bientôt 8 ans. Voilà. Bien, nous arrivons au terme de ce CITREP. Souhaiterais-tu ajouter quelque chose? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors je voulais souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année à tes auditeurs, une très belle année 2019, pardon. Et donc je les remercie d'être fidèles à tes CITREP et de regarder et de s'intéresser fidèlement à l'évolution du peuple libyen. Et je peux dès lors leur annoncer que 2019 sera une très bonne année pour ce peuple libyen. Nous arrivons, je pense, au terme de cette occupation sauvage. Voilà. Très bien. Merci à toi, Tom, et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci Franck pour cet entretien exceptionnel, puisque, je le rappelle, tu nous as accueillis chez toi pour avec grand plaisir, et bien sûr, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Voilà, c'est moi qui te remercie. Super. Merci bien, bonne soirée Franck, et à très bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir.